Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À l'Express, le club de la presse animé par les étudiants en information communication à l'Université catholique de l'Ouest de Brest. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux d'inaugurer cette série d'interviews avec un premier invité de marque, quelqu'un qui joue un rôle important dans la vie politique brestoise. En effet, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Tristan Fauveau, ici présent, qui est donc un homme aux multiples casquettes. Il est notamment le vice-président de Brest Métropole, un élu socialiste, il est conseiller départemental du Finistère et surtout, il est l'adjoint au maire de Brest. Il est chargé notamment de la gestion, on va dire, durable des déchets ainsi que de l'énergie et il est notamment connu pour ses nombreuses interventions ainsi que ses prises de parole à ce sujet, puisque c'est un sujet qui lui tient, je pense, particulièrement à cœur. Et en effet, il a passé plusieurs années à essayer de trouver des solutions pour mener cette transition énergétique à bien, notamment avec la mobilité durable dans la ville de Brest, l'utilisation même de réseaux de chaleur, ou encore l'utilisation de l'énergie solaire. S'il est parmi nous aujourd'hui, à l'UCO de Brest, c'est également parce qu'il va rencontrer les étudiants en sciences politiques dans le cadre d'une conférence. Ainsi, pour nous, étudiants, futurs professionnels de l'information, cette interview est un exercice fondateur. Monsieur Fauveau, merci de nous recevoir Merci pour à vous, inaugurer cette bonjour. série d'interviews. Nous pouvons démarrer? Allons-y. Allez. Donc je vais tout d'abord commencer par vous poser des questions principalement sur vous en dehors de l'homme politique. Donc on vous connaît en tant qu'homme politique principalement, mais on aimerait savoir qui vous êtes réellement au quotidien finalement. Bon, d'abord, je ne sais pas si on me connaît en tant qu'homme politique, je suis modeste, hein. La notoriété des élus locaux, elle est ce qu'elle est. Alors, c'est pour l'anecdote, mais c'est rigolo, parce qu'il y a quelques années, on avait fait un sondage, c'était avant les élections municipales de 2020, on avait testé la notoriété des différents candidats, et François Cuyandre lui-même, qui était déjà à l'époque maire depuis 18 ans, avait 60% de notoriété. Il y a quand même 40% des gens qui ne savaient pas qui était le maire de Brest. Donc je suis très modeste sur la réalité de ce que les gens connaissent de moi en tant que responsable politique. Mais oui, de fait, j'ai un parcours désormais depuis plusieurs années de responsable politique. Ah, qui je suis en tant que personne? Alors moi j'ai 35 ans, je suis né à Brest. Dans la clinique Saint-Louis, qui n'existe plus depuis, elle était rue Colbert, je crois, de mémoire. J'ai grandi à Brest. Mon père est arrivé à Brest parce qu'il était militaire, donc dans la marine. Il était plongeur des mineurs. J'ai vécu après un peu à Toulon pour la même raison. Il était parti à Toulon pour une partie de sa formation. Et puis on est revenu à Brest. J'ai fait mon lycée à Brest, ma première année d'études à Brest. Je me considère brestois, voilà, d'ADN, par passion aussi, parce que j'adore cette ville. Je suis parti quelques années ensuite en études supérieures à Rennes d'abord, en fac de droit. J'ai été à l'étranger un petit peu, parce que j'ai fait mon master 1 au Liban, D'accord. à Beyrouth. Voilà, où j'ai appris un petit peu l'arabe. J'avais fait un stage avant en Tunisie pendant quelques mois, au moment des révolutions arabes, c'était juste après, c'était en 2012. Et puis je suis revenu en France pour mon Master 2, évidemment. J'ai été à Lille, parce que mon père est d'origine valenciennoise, donc j'avais encore mes grands-parents à l'époque à Lille, donc j'étais allé faire mon Master 2 à Lille. J'ai passé le barreau dans la foulée, D'accord. que j'ai obtenu, donc je suis avocat de formation. J'ai jamais pratiqué, je suis croyant mais pas pratiquant pour ce qui est de l'avocature. Mais en tout cas, j'ai passé le barreau, je l'ai obtenu, j'ai fait mon école d'avocat pendant 2 années à Lille aussi. Et puis après, le hasard des rencontres a fait que je suis tombé dans la politique, entre guillemets. Il y avait pas de prédestination à quoi que ce soit, hein. Mes parents n'étaient pas très politisés. Mon père était plutôt de droite en vérité, donc en plus, voilà, ça faisait des discussions intéressantes à l'adolescence et au début de mon âge adulte. Mais voilà, c'est le hasard des rencontres. J'avais fait un stage avec Jean-Jacques Urvoas en fin de Master 2. À l'époque, Jean-Jacques était président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il travaillait sur la loi renseignement de 2015. Alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'était la loi qui avait pour but d'encadrer les activités de renseignement. Donc la DGSI, la DGSE, enfin bref, les services de renseignement, quoi. Donc j'avais bossé un petit peu avec lui là-dessus. Je m'étais inscrit en thèse dans la foulée sur ces sujets-là, l'encadrement juridique des activités de renseignement. Et j'ai obtenu le barreau en même temps, donc j'ai été à la fois inscrit à l'école du barreau et inscrit en thèse pendant plus d'un an et demi, 2 ans. Et puis Jean-Jacques Urvoas, il s'avère qu'en janvier 2016, il est devenu ministre de la Justice.
qu'on avait gardé des bons rapports, et donc il m'a embarqué avec lui à son cabinet, puis c'est comme ça qu'après ça a continué, mais peut-être qu'il y aura d'autres questions là-dessus. Donc, bon, enfin, pardon, du coup j'ai parlé à la fois un peu de moi, mais quand même surtout de mon parcours et de mon début de parcours professionnel. Non, qui je suis dans la vraie vie, j'ai un enfant voilà, de 3 ans, d'un peu moins de 3 ans. J'ai plus aujourd'hui de vie professionnelle active à côté de la politique, parce que vous l'avez dit, vous m'avez présenté gentiment en introduction, j'ai plusieurs mandats. J'ai 2 mandats exécutifs à la ville et à la métropole de Brest, et un mandat au conseil départemental, ce qui fait que je n'ai plus le temps de travailler. Mais je travaillais jusqu'à janvier dernier. Voilà. J'ai travaillé dans le privé 5 ans, j'ai été consultant dans une entreprise de services du numérique, on appelle ça une ESN, Sopra Steria pour ne pas la citer. Je ne sais pas si elle a le droit de faire de pub, mais enfin, très belle entreprise. J'y ai passé 5 ans, et puis j'ai eu aussi la chance de faire de la collaboration politique avec un responsable de parti national, en l'occurrence Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans comme directeur adjoint de cabinet. Et j'ai quitté son cabinet il y a un peu moins d'1 an, en janvier dernier, pour plein de raisons que peut-être on évoquera. Et aujourd'hui, je vis uniquement de mes mandats. Je suis ce qu'on appelle un multicumular. Voilà. C'est parfois mal vu, mais là, c'est aussi les circonstances. Je pourrais en dire un mot si vous voulez. Je n'ai pas spécialement choisi, ça m'est un peu tombé dessus, entre guillemets. Donc là, provisoirement, je ne vis que de ça. Je ne veux pas que ça perdure nécessairement. Hein. Je suis assez attaché au fait qu'on conserve un vrai travail à côté de la politique, mais je dois dire que là, ça fait 1 an que c'est plus le cas. C'est un vrai métier passion pour vous, finalement. Enfin, vous n'avez jamais songé à faire autre chose? Bah encore une fois, c'est les circonstances qui font les choix, c'est les rencontres. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir toujours vraiment choisi, c'est-à-dire que ça m'est tombé dessus. J'ai rencontré Jean-Jacques, j'ai passé 3, 4 mois, je sais plus, 5 mois peut-être à l'Assemblée avec lui à l'époque, en 2013-14. Et c'est vrai que pour le coup, je suis rentré là-dedans et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Enfin, ça veut pas dire qu'après on y arrive. J'étais tout jeune, hein, j'avais 23, 24 ans. J'étais intéressé à la chose publique. J'étais intéressé aux relations de pouvoir, j'étais intéressé à la question de l'État, j'étais intéressé aux institutions, parce que c'était aussi mon parcours étudiant. Je l'avais dit tout à l'heure, j'ai fait une première année d'études à Brest en classe prépa littéraire. Et puis je me voyais plutôt passer Sciences Po à l'époque. Okay. J'avais passé le concours d'ailleurs de Sciences Po à la fin de ma première année de prépa, en franco-allemand, parce que j'ai pris un goût pour les voyages très jeune. J'avais passé 6 mois en Allemagne quand j'avais 15 ans, 16 ans, dans le cadre d'un programme d'échange avec le lycée de l'Artois. Et donc j'étais plutôt très bon en allemand. Et en classe prépa littéraire, j'avais une spécialité allemande, donc je faisais beaucoup d'allemand. Et donc j'avais passé Sciences Po Lille en franco-allemand. Et donc j'avais obtenu les écrits, et puis j'avais pas réussi à l'oral. J'étais bon, mais pas assez bon pour réussir les oraux. C'est comme ça, c'est la vie. Donc je suis parti en fac de droit. Et à l'époque, moi, j'étais pas syndiqué, j'étais pas syndiqué étudiant. J'étais à Rennes 1, ça correspondait pas exactement. La représentation syndicale étudiante de Rennes 1, c'était plutôt des syndicats orientés à droite, pour le dire comme ça correspondait pas à ce que je ressentais, à ce que je pensais. Voilà. Donc je m'étais pas engagé syndicalement, politiquement. J'avais pas ma carte au Parti Socialiste à l'époque, je l'ai prise relativement tard, hein. Je l'ai prise en 2017 seulement. Mais je pourrais aussi en dire un mot. Et donc, je me prédestinais pas à ça. J'étais intéressé à la chose publique, c'est clair. J'étais intéressé à la politique, mais plus à l'époque, parce que je faisais du droit public, parce que je faisais du droit constitutionnel, parce que je faisais du droit administratif. J'étais plus intéressé aux relations entre l'État, les collectivités, les individus, etc. Donc, en vérité, en 2012, 2013, 2014, je me voyais plutôt devenir fonctionnaire. Je me voyais plutôt passer les concours de la fonction publique. J'ai passé le barreau par défaut, en vérité, en 2014. Je l'ai passé parce que je considérais que c'était plus facile que les concours de la fonction publique. En tout cas, les concours de catégorie A, A+, etc. L'INET, l'ENA, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc j'ai passé le barreau en me disant, je passe le barreau, comme ça j'aurai quelque chose. Et puis ensuite, on verra bien. J'avais pas spécialement envie de faire avocat, mais enfin, c'était un examen, c'est plus facile qu'un concours, donc je l'ai passé et je l'ai eu. Et ensuite, je vous dis, comme j'avais rencontré Jean-Jacques, qu'il est rentré au ministère et que je l'ai suivi, après, ça s'est fait, entre guillemets, naturellement. Mais à l'époque où j'étais étudiant, moi, mon vrai objectif, c'était de me former intellectuellement. Je considérais que l'engagement politique militant, de ce que j'en percevais, c'est-à-dire j'avais des amis qui étaient engagés au Parti Socialiste, qui étaient engagés chez les jeunes socialistes, dans les syndicats, l'UNEF, etc. Je considérais qu'il y avait une contradiction entre l'engagement politique militant
et la formation intellectuelle critique. Voilà, je considérais que j'avais besoin d'arriver à un niveau de maturation intellectuelle avant d'éventuellement m'intéresser à ça. Donc j'ai jamais été syndiqué, jamais politisé à l'époque, et j'y suis arrivé un peu sur le tard, et plus par le fruit des circonstances qu'autre chose. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que je m'imaginerais faire autre chose? Oui, en vérité, sans problème, parce que encore une fois, sauf depuis un an, j'ai jamais vraiment perdu le fil de la vie professionnelle active. Hein. Faire de la politique, c'est pas un métier, c'est des fonctions. Maintenant, ça implique quand même aujourd'hui, dans un monde complexe, un niveau de technicité, de maîtrise sur le fond, sur la forme, voilà, l'exercice d'échanger avec les journalistes, etc. etc. Ça implique un niveau de maîtrise quand même. Moi, je considère qu'il y a quand même un niveau de professionnalisation de la vie politique qui est réel. Au niveau local, alors peut-être pas partout, mais en tout cas dans les grandes villes, je pense que ça existe. Au niveau national, c'est évident. Mais qui signifie pas nécessairement qu'on peut pas faire autre chose. Moi, je ne considère pas qu'aujourd'hui je suis piégé là-dedans, entre guillemets. Si demain je décide de faire autre chose, je peux faire autre chose. Par ailleurs, j'ai quand même gardé un petit bout d'activité professionnelle parce que je suis auto-entrepreneur. Donc j'ai ma micro-entreprise et je fais des missions de conseil parfois ponctuelles. Mais enfin, ça représente 10% de mon activité les bons mois. Donc voilà. Ça reste quand même très marginal par rapport au reste. Très bien. Alors j'aimerais revenir sur... Donc vous aviez dit que la politique vous est tombée dessus un peu par hasard, mais qu'il y avait quand même un certain engagement au sein de la collectivité qui vous animait. J'aimerais revenir sur la question des clics. Est-ce que vous avez eu des rencontres, un événement qui a forgé votre opinion politique, puisque votre père était plutôt de droite, donc vous étiez statistiquement plus destiné à devenir... Ma mère était plus à gauche. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu un élu socialiste finalement au cours de votre parcours? Alors, d'abord, c'est le fruit des rencontres. Jean-Jacques Urvoas, ça a été une rencontre professionnelle, humaine, marquante. Voilà. Peut-être que je crois qu'il est censé faire à un moment donné une conférence là, devant les étudiants de sciences politiques aussi. C'est quelqu'un qui m'a... J'ai pas travaillé si longtemps que ça avec lui. Encore une fois, j'ai passé 4-5 mois de stage quand j'avais 23-24 ans. J'ai travaillé 1 an et demi à son cabinet. J'étais chef adjoint de cabinet quand il était garde des Sceaux. Ouais, ça a duré un peu moins de 18 mois. Mais ça correspond à des périodes de ma vie où j'étais très jeune. J'étais en formation intellectuelle, voilà, c'est des moments où on est aussi un peu des éponges et où les événements sans doute nous marquent différemment. Et puis ça a été quand même des moments d'intensité. Voilà, faire à 25-26 ans du cabinet ministériel, je ne sais pas si je le referai un jour, il faudrait pour ça que la gauche revienne au pouvoir, ce qui n'est pas exactement gagné d'avance à l'heure où on se parle. Mais c'est des expériences d'une intensité professionnelle, humaine, intellectuelle et politique, parce que c'est des fonctions politiques, sans équivalent. Donc il y a eu la rencontre avec Jean-Jacques, enfin les deux rencontres, hein, comme stagiaire et puis après comme chef adjoint de cabinet. Il y a eu quand même, parce que j'étais en novembre 2015, on a commémoré les 10 ans là, des attentats du Bataclan il y a quelques jours. En novembre 2015, j'étais au ministère de l'Intérieur. Enfin, j'étais en stage à la direction des libertés publiques au ministère de l'Intérieur. Ça aussi, c'est un moment un peu fondateur quand même, ces attentats. Et puis avoir été au ministère de l'Intérieur au moment de ces attentats, ça marque aussi différemment. Et donc quand même, à ce moment-là, j'étais pas encore tout à fait sûr de ce que je voulais faire, mais j'ai été marqué par la réaction quasi naturelle ou presque bestiale de l'appareil d'État face à une attaque de cette ampleur. Alors, vous étiez tous très très jeunes, j'étais jeune mais moins que vous par définition. Mais ça m'a marqué parce que je l'ai vu de l'intérieur. J'ai vu, moi j'ai rédigé, j'ai participé à la rédaction des arrêtés d'assignation à résidence de personnes soupçonnées de terrorisme, parce qu'au lendemain des attentats du Bataclan, enfin, il y avait une ambiance de paranoïa qui était quand même majeure dans le pays. Enfin, on n'avait jamais vécu ça, c'était un peu notre 11 septembre pour le dire comme ça. Et il y a eu une réaction de l'appareil d'État qui a été qui était sidérée et sidérante en vérité. Donc moi j'ai vu et j'ai rédigé des dizaines, voire des centaines d'arrêtés d'assignation à résidence de personnes accusées de terrorisme. Souvent sur des fondements juridiques, on va dire, bancals. J'ai défendu devant les tribunaux administratifs des arrêtés d'assignation qui étaient attaqués par les individus incriminés. Et donc j'ai vu de l'intérieur cette réaction de l'État. Et j'ai pris conscience, très concrètement, pour le coup, c'était plus de la théorie, c'était plus les cours à la fac, etc., de ce que signifiait l'État, et de ce que signifiait l'État quand il était attaqué. Voilà. Et ça m'a marqué. Ça a quand même un peu fondé, je pense, mon engagement pour la suite. Voilà, donc c'est la rencontre avec Jean-Jacques, ces épisodes-là, c'est évident.
Puis après, encore une fois, ça s'est fait un peu au fil de l'eau. Moi, au début de la campagne présidentielle de 2017, enfin dans la pré-campagne, au moment de la primaire socialiste, j'étais encore au cabinet de Jean-Jacques, donc Jean-Jacques était plutôt réputé à l'époque proche de Manuel Valls. Donc moi j'étais plutôt, voilà, mais j'étais jeune encore une fois, donc je suis bon, après tout Manuel Valls, il était Premier ministre, j'étais très impressionné, hein, on avait fait des déplacements avec lui, c'était quelqu'un qui était quand même charismatique, qui renvoyait quelque chose à l'époque, il a beaucoup changé après, hein. Mais enfin à l'époque Manuel Valls ça voulait dire quelque chose, la plupart de mes copains en cabinet étaient plutôt là-dedans, puis il perd la primaire, donc c'est Benoît Hamon qui est désigné pour l'élection présidentielle de 2017. J'ai même pas ma carte moi à l'époque. Quand je suis au cabinet de Jean-Jacques, j'ai pas pris ma carte au PS, hein. Je suis pas encarté à l'époque. Et je prends ma carte au PS au lendemain du premier tour. Donc quand Benoît Hamon fait 6%. Et je me dis, bon, là quand même, Fauveau, ça fait 2-3 ans que tu traînes quand même un peu dans l'orbite socialiste. On a fait 6%, la pente va être très longue à remonter. C'est peut-être le moment, éventuellement, s'il y a un moment pour prendre sa carte, c'est peut-être maintenant, quoi. Donc voilà, après c'était pas dans un truc hyper conscientisé au sens je prends ma carte et du coup je vais faire carrière. C'était pas voilà, c'était pas du tout c'était pas l'objectif, c'était pas et puis ça aurait été prétentieux et franchement pas garanti hein. Donc j'ai pris ma carte parce que je considérais que le PS a été arrivé au fond du trou. On a continué à creuser après hein, donc vraiment c'était pas j'étais loin de penser qu'on arriverait à ce niveau-là. Mais je me suis dit c'est là qu'il faut le faire, voilà. Donc voilà, c'est un peu la coordination de tout ça. Très bien. Donc nous allons à présent passer plus sur des questions Ouais. plus politiques, sur la vision que vous avez de la ville de Brest. Donc vous représentez le Parti Socialiste dans le Finistère. Vous avez expliqué pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix brièvement pourquoi le Finistère, puisque vous êtes revenu de vos Ouais. études Alors, moi, donc en 2017, l'élection présidentielle, je sors du cabinet d'Urvoas, on sort tous, hein, on se fait sortir. Je finis l'école du barreau que j'avais pas terminée, je l'avais suspendu en fait pour rentrer au cabinet de Jean-Jacques. Donc je finis mon stage dans un cabinet d'avocat. Et puis là, je dois choisir entre devenir avocat vraiment, donc pratiquer. J'avais une opportunité, là où j'avais fait mon stage, il proposait de me recruter. Et puis j'ai un copain qui était conseiller spécial d'Urvoas à son cabinet, qui lui s'est fait recruter par la boîte privée dont je vous parlais tout à l'heure, qui est devenu directeur conseil là-bas, et qui m'a embarqué avec lui. Donc je suis allé bosser dans le conseil. Donc j'étais chez Soprasteria entre 2017, 2018, 2019. Et 2018-2019, il y a les élections municipales qui s'approchent. On est à un an et demi, 2 ans. Moi, quand j'étais au cabinet d'Urvoas, j'étais donc chef adjoint de cabinet, mais j'étais en charge des relations avec les élus bretons, et en particulier les élus finistériens. Et donc j'avais déjà croisé François Cuyante, j'avais déjà croisé les élus brestois socialistes, je commençais à les connaître un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et donc là, je commençais quand même à me poser la question de concrètement, qu'est-ce que j'allais faire de cet engagement politique. Je pouvais rester simple militant, rester à Paris, hein. C'était pas un souci en soi. J'étais en couple, on avait un appartement à Paris, hein, on se plaisait bien, on avait tous les deux un boulot, ça se passait très bien. Puis je dis à ma compagne quand même à un moment donné, bon Paris c'est sympathique, mais enfin le RER, le métro, la saleté, tout ça, ça commence à me gonfler, l'air saturé, et je dis moi j'aimerais bien retourner vivre en Bretagne. Ça a été une négociation, elle n'est pas du tout d'ici, hein, donc il a fallu la convaincre de venir à Brest. Elle regrette pas le choix, mais enfin il a fallu la convaincre. Et donc je dis moi j'aimerais bien revenir à Brest, puis en plus il y a les municipales dans un an et demi, peut-être que je peux aider, m'engager localement, etc. Et donc moi je vais voir mon patron de boîte là, je lui dis bah écoutez je démissionne, je pars, voilà, je rentre en Bretagne et puis je me dis je trouverai du boulot plus tard. Ma compagne était elle-même avocate mais elle pratiquait, donc elle a trouvé une collaboration ici. Et puis moi en fait ma boîte ils m'ont dit non t'inquiète pas, c'est un nouveau monde, le télétravail, c'était avant le Covid mais enfin il y avait déjà un peu de télétravail. Donc tu bosses à distance, tu nous rends tes trucs, tes livrables etc. Et puis tu peux bosser à distance, tu reviens à Paris une fois de temps en temps et puis voilà. Et puis on avait un client à Rennes, donc en fait je faisais des retours Brest. Et donc je me réinstalle à Brest en 2018. Donc moi je suis militant socialiste pour le coup, donc le choix du PS il est déjà fait, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Ça a été une continuité logique. Et puis à l'époque la France Insoumise existait déjà, mais enfin je pensais déjà que c'était un peu des agités du bocal, pour rester poli. C'était pas ma cam, je vais le dire comme ça. Macron, enfin le LREM, j'ai toujours été très méfiant. Là aussi pour une raison d'expérience personnelle, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie quand nous on était au ministère de la Justice avec Jean-Jacques, donc on le fréquentait un petit peu. Et je dis pas que j'avais prévu à l'avance que ça deviendrait ce que c'est aujourd'hui, vraiment pas. Mais enfin c'était déjà pas, j'étais pas proche de ce qu'il représentait. Voilà, pour le dire comme ça. Moi j'ai plein de copains qui sont partis dans la Macronie à l'époque, hein. Je les ai pas suivis. Et donc je suis resté au PS. Et donc je suis arrivé en 2018-2019. Je me suis impliqué dans ce qui était la pré-campagne des municipales à l'époque.
François Cuyandre m'a entre guillemets repéré, il m'a confié la rédaction de son programme pour les municipales de 2020. Je me suis retrouvé sur la liste, élu en mars, enfin non, premier tour en mars, Covid, et donc élu en juillet 2020. Voilà. Très bien, d'accord. Donc vous êtes chargé de tout ce qui est aspect écologique, Ouais. les déchets, etc. Vous parlez tout à l'heure de la qualité de l'air, etc., que c'était mieux en Bretagne, mais pas parfait non plus. Alors, quelles mesures, qu'est-ce que vous aurez pu mettre en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place d'un point de vue écologique? Alors, moi, mes délégations à la métropole, depuis juillet 2020, c'est la gestion durable des déchets et ce qu'on appelle les opérateurs d'énergie. Hmm. Donc la gestion durable des déchets, pour le coup, vous voyez les politiques de tri, de prévention, de tri à la source des biodéchets, bref, tous les gestes qui peuvent permettre de réduire la production individuelle de déchets. Ok, On a plutôt des bons résultats sur le territoire, on a quasiment plus d'enfouissement de déchets, ok. on a des baisses constantes sur la production de déchets ménagers qui nous mettent plutôt à bon niveau au niveau national. Ce qui est plus, enfin, c'est une politique très intéressante, très utile pour la transition écologique, etc. Mais c'est pas forcément celle qui a le plus d'impact. Aujourd'hui, notre levier principal de substitution d'énergie fossile par des énergies renouvelables, c'est le réseau de chaleur. Ok. En introduction, Oui. vous l'évoquiez. Hein. Mm. Notre réseau de chaleur, il fait 65 km à Brest. Mm. Il alimente une soixantaine de gros producteurs, de gros consommateurs de chaleur à l'échelle de la métropole de Brest. Donc ça va être l'université, ça va être, on a inauguré la semaine dernière en face à la clinique Kérodrin le raccordement du réseau de chaleur à la clinique Kérodrin. Ok. On l'étend chaque année d'un ou 2 kilomètres, c'est des gros investissements. Il faut considérer qu'un kilomètre de réseau, c'est 1 million d'euros à peu près Tous les d'investissement. travaux actuellement. D'où les travaux. Enfin là, ils sont terminés Oui, ils ici, sont mais il y en a terminés. ailleurs. Il y en a eu à Lambé, en fait, hein, qui se sont terminés. Là, il n'y a plus de réseau ultra haute chaleur à l'heure où je vous parle. Ça va reprendre sans doute l'année prochaine, mais pour l'instant, il n'y en a plus. Donc on a un réseau de chaleur qui est structurant. C'est notre principal levier aujourd'hui parce que on a des contraintes sur le territoire. L'éolien, on ne peut pas en faire sur le territoire. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des radars militaires. Et donc on est contraint par les radars militaires. Donc l'éolien, on ne peut pas en faire. Le solaire, le photovoltaïque, vous voyez le temps qu'il fait dehors, on n'est pas à Marseille. Il y a moins de soleil qu'ailleurs. C'est plus compliqué. Et puis par ailleurs, pour faire du solaire photovoltaïque, il faut du foncier. Ce qu'on appelle du foncier disponible. On est dans une métropole qui est très dense, où chaque mètre carré de foncier, en général, on essaie plutôt de faire du logement parce qu'on a un problème de logement sur le territoire. Donc on n'installe pas des panneaux photovoltaïques. Donc ce qu'on fait, c'est du photovoltaïque qu'on incite au niveau individuel, c'est-à-dire sur des maisons individuelles via des aides, etc. Et on fait du photovoltaïque, ce qu'on appelle en ombrière de parking. C'est-à-dire que quand vous avez un parking, pour le coup, vous n'allez pas en faire autre chose, c'est un parking, ça va rester un parking. Et donc vous mettez des ombrières, en fait c'est comme des hangars, enfin, si vous voulez, voilà, ça permet de protéger de la pluie, etc. Et dessus vous mettez des panneaux photovoltaïques. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Alors sur la qualité de l'air spécifiquement, ce n'est pas ma spécialité, honnêtement je ne travaille pas là-dessus. Néanmoins, toutes les mesures de transition écologique qu'on met en œuvre contribuent à moins d'émissions de gaz à effet de serre et aussi par exemple, la flotte de bennes à ordures ménagères de la collectivité, on est en train de la faire passer du diesel au gaz vert. Donc ça, par exemple, ça réduit les dioxydes rejetés dans l'air, ça améliore la qualité de l'air. Voilà, après, encore une fois, on est une collectivité qui est plutôt sur ces sujets-là très active, très allante. Le réseau de chaleur, par exemple, il existe depuis les années 90. On a été plutôt même précurseur sur le sujet et on a un des plus gros réseaux aujourd'hui de France qui est très performant, très économiquement viable et écologiquement très efficace aussi. Voilà. J'ai juste une question brève en rapport avec les moyens de produire de l'énergie renouvelable, donc juste une petite réponse. Et l'hydrolien dans tout ça? Alors, l'hydrolien, c'est une technologie qui est un peu balbutiante, qui a du mal à trouver son modèle économique, qui n'est pas portée. Faut bien concevoir qu'une collectivité comme Brest Métropole ne peut pas aller sur tout, parce qu'on a des budgets limités, parce qu'on a des moyens d'ingénierie qui sont aussi limités, et donc on est un peu obligé d'aller à l'efficacité, d'aller à ce qui fonctionne. On teste parfois des trucs. On a testé par exemple un peu la chaleur fatale. On a testé des choses, mais c'est toujours compliqué parce qu'il y a une question d'efficacité économique aussi quand même. C'est-à-dire qu'à la fin, on doit s'assurer qu'il y a un rendement qui est à hauteur des investissements portés par la collectivité. C'est pour ça que le réseau de chaleur, pour le coup, on y va à fond, parce qu'il fonctionne très bien, que les abonnés sont ravis, que ça fonctionne, que c'est une vraie politique de transition écologique et qu'on sait faire.
L'hydrolien, la région pour le coup expérimente des choses, et puis il y a des entreprises privées qui sont parfois accompagnées, y compris par la collectivité, qui y vont. C'est encore un peu balbutiant pour... le sujet, c'est le changement d'échelle en fait. On peut avoir des modèles, Mhm. on peut avoir des petites expérimentations. Avant de passer à l'échelle, c'est une autre affaire. Voilà. Et pour l'instant, c'est pas passé à l'échelle. Très bien. Il y a des gens, enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont contre l'écologie. Parce que, en fait, là, ça, surtout de l'aspect financier qui doit être le plus abordé en tout cas. Parce que lors des débats qu'il peut y avoir, est-ce qu'il y a forcément des gens qui sont contre tout ça? Voilà, parce que surtout le point principal, c'est l'aspect financier. J'ai pas le sentiment. Alors, dans les débats qui animent souvent les collectivités, ça peut arriver que les débats se portent sur climato-sceptiques versus promoteurs de la transition écologique. On est en Bretagne, on est une terre plutôt de modération. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, même chez les plus, pardon, je vais le dire comme ça, les plus à droite de l'échiquier politique aujourd'hui, en tout cas en Pointe-Bretonne, à Brest, etc., ces discours-là existent. Moi, je ne les entends pas. Le sujet, effectivement, de l'équilibre économique des opérations qu'on mène revient régulièrement. Mhm. Ça, oui, mais c'est un débat qui est légitime. On ne va pas mettre de l'argent public sur des choses qui ne fonctionnent pas. On ne le fait pas d'ailleurs. Mais par contre, le débat pour ou contre la transition écologique, est-ce que le dérèglement climatique est une réalité ou pas, ça non. Enfin, moi je le constate pas, en tout cas dans les collectivités où j'exerce des responsabilités, que ce soit au département ou à la métropole de Brest, c'est pas un débat qui existe véritablement. Tout le monde est conscient que les collectivités locales peuvent être motrices sur ces politiques-là, parce qu'on a aussi un devoir de pédagogie, hein, donc il n'y a pas que l'État. L'État fait le gros de l'effort, parce que si vous voulez un parc éolien en mer, par exemple, nous on ne pourra jamais lutter à une échelle locale. C'est 1 TWh de production électrique propre. Nous, à notre échelle, on ne peut pas faire ça. Et puis c'est l'État qui a la charge de la planification écologique, de la massification, etc. Non, moi ces discours-là, je les entends pas aujourd'hui. J'ai pas le sentiment. Ça existe ailleurs, hein, attention. Hein. Vous avez des débats, par exemple, au Conseil régional des Hauts-de-France, Mhm. avec l'extrême droite en particulier, dont les bases sont faut arrêter l'éolien, faut arrêter l'éolien en mer, faut arrêter le photovoltaïque, faut tout arrêter parce que ça défigure nos paysages, prétendument, et parce que ça sert à rien, parce que la transition écologique, en vérité, franchement, le réchauffement climatique, c'est pas notre sujet. Ça existe ailleurs. Ici, moi, je le vois pas. Vous avez une envie de vous étendre peut-être sur un aspect national, peut-être pourquoi pas devenir ministre de la transition écologique, des choses comme ça. Non, j'ai pas cette prétention. Non. Non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, moi, je crois que mon parcours, enfin, si je devais le résumer, c'est quand même le fruit de circonstances, de rencontres, de hasards, de coups de bol. Hein. Mhm. Moi, Jean-Jacques Urvoas, je fais un stage chez lui parce que ma mère est restauratrice à l'époque et qu'elle lui met mon CV entre le fromage et le dessert. Hein. Mhm. Et si elle n'avait pas mis mon CV entre le fromage et le dessert, je l'aurais jamais rencontré. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ferais autre chose. Mhm. Donc non, enfin, j'ai pas du tout cette prétention-là. J'ai pas, ça peut même pas être un objectif véritable. Après, quand on fait de la politique et qu'on s'engage et que on commence à en avoir fait quelques années et qu'on considère qu'on est sérieux dans ce qu'on fait, en tout cas on essaye de l'être, oui, enfin on peut se dire que prendre des responsabilités supplémentaires, c'est évidemment à un moment, si on en a l'opportunité, on la refuse pas. Mais enfin, il y a des étapes. Voilà. Mais pour le coup, enfin, je suis transparent là-dessus parce que par ailleurs c'est public. Moi, j'étais candidat à la candidature pour être, j'étais candidat pour être candidat aux législatives en juillet 2024. À l'époque, j'étais directeur adjoint de cabinet d'Olivier Faure. J'avais été directeur adjoint de la campagne de Raphaël Glucksmann aux élections européennes, qui avait fait un très bon score à Brest et sur la deuxième circonscription du Finistère. On a eu les accords du nouveau Front populaire, si vous aviez suivi, voilà, donc les accords entre le PS, LFI, ELV et le Parti communiste. Je pensais être retenu comme le candidat du NFP à l'époque. Je pensais que j'avais un dossier solide, on va dire. Et puis ça n'a pas été le cas. Bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est des accords. J'en ai fait mon deuil. Mais donc, évidemment, des objectifs comme ça, je ne vais pas vous dire que j'en ai pas, parce que j'ai postulé. Et que sans doute, si l'occasion se représente, je repostulerai. Mais enfin, comme il n'y a pas d'élection prévue là dans les 3 semaines, on verra quand ça se passera. Mais voilà, je prends les choses par étapes. Donc non. Et puis vous aurez remarqué que pour l'instant, c'est des gouvernements de droite qui dirigent ce pays. Donc tant que ce sera le cas, de toute façon, la question ne se posera pas. Voilà. Très bien. Bon, je vais tenter de conclure en Ah bah bien faisant sûr. d'une Allez-y. pierre deux coups. Donc ma dernière question est au-delà donc de la gestion des déchets et de l'énergie. Quelle est votre vision globale pour le futur de Brest et sa métropole? Donc par exemple sur une échelle de 10 ans, est-ce que même vous souhaiterez par exemple vous présenter en tant que maire? On sait que ministre, c'est pas tout à fait vos objectifs. Non, mais je vais faire la même réponse pour maire. Il y a des étapes dans la vie, on ne peut pas les brûler. Donc aujourd'hui, j'ai des responsabilités qui sont déjà très intéressantes, je les assume pleinement.
Puis après, quand les étapes se présenteront, elles se présenteront. Non, on a une métropole très particulière. On s'en rend pas forcément compte. On a une toute petite métropole. 8 communes. Il n'y a aucune autre métropole qui fait cette taille. 220 000 habitants à l'échelle de la métropole, 150 pour la ville-centre, Brest. On a eu le statut de métropole de façon dérogatoire. Il y a une sénatrice à l'époque qui nous avait qualifié de métropolette. On avait beaucoup apprécié, c'était donc en 2015. On a une métropole qui est très petite mais qui est très agile, qui est très dynamique, qui rayonne au-delà de sa taille, qui a un niveau d'équipement métropolitain. Vous vous en rendez pas forcément compte parce qu'on ne se pose pas ces questions-là, mais il faut aller ailleurs pour s'en rendre compte. Une ville de la taille de Brest, 150 000 habitants, qui bénéficie, je crois de mémoire, de 3 ou 4 scènes nationales, d'un équipement comme le Quartz qui a été rénové récemment, d'un équipement comme les Capucins, le téléphérique, bientôt 2 lignes de tram, de salles de concert, l'Arena, la Carène, etc. Le Fourneau, Passerelle, un musée bon, qui a sans doute besoin d'être remis au goût du jour, mais enfin qui existe quand même. C'est rare. Enfin, voire même, je pense qu'on est une exception à l'échelle nationale sur une ville de cette taille. Donc, François Cuand, là, en 25 ans de mandat, a fait passer Brest dans une autre dimension. On est rentré dans la cour des métropoles qui ont leur spécificité. On est une métropole tournée vers la mer, très orientée sur la recherche, les nouvelles technologies, la cyber, la défense, avec on a une base de défense, on a des entreprises de premier rang sur les questions d'armement et de défense, Thales, Naval Group, etc. En 25 ans, on est rentré dans la cour des grands. Maintenant, je crois que l'enjeu sur les 10 prochaines années, c'est évidemment de consolider nos acquis. Oui, on accueille désormais le siège de l'Ifremer, le siège national de l'Ifremer depuis quelques années. On a accueilli Capgemini, on continue d'attirer ce type de profil de structure, d'entreprise publique, etc. Et c'était pas gagné d'avance. Là, la suite, pour moi, on a encore une fois un niveau d'équipement qui est exceptionnel. On n'ira pas beaucoup au-delà, pour être tout à fait honnête. Maintenant, le sujet, c'est qu'on a des équipements sportifs, on a des équipements de quartier qui, sans doute, sont un peu vieillissants, qui mériteraient qu'on y consacre pas mal de moyens. Il y a plein d'exemples, hein, donc je ne vais pas faire la liste à la Prévert. Je pense qu'on a un sujet de renforcer le tissu ultra local, à l'échelle des quartiers, à l'échelle presque des rues, et de s'assurer que ce qui fait la richesse aussi de Brest, c'est son tissu associatif. Il n'y a pas de ville qui a autant d'associations. On est une des villes avec le plus d'associations en France. Les patronages laïcs, c'est aussi un héritage historique à Brest. Bref, tout ce tissu-là ultra local, à mon avis, l'enjeu dans les 10 prochaines années, c'est de le renforcer, de s'assurer qu'il survit, hein, parce que c'est pas une évidence. Hein. Moi, je suis adjoint d'un quartier, le quartier de l'Europe, donc maire du quartier. On a 2 centres sociaux sur le quartier. Le département a coupé les subventions. Ils ont du mal à boucler les budgets. Mais c'est des équipements qui assurent un service au public qui, demain, si ça disparaît, il n'y a plus rien pour le remplacer. Donc moi, je crois que c'est ça l'enjeu à 10 ans. Et puis voilà, de consolider notre place parmi les grandes métropoles et de continuer à préparer l'avenir. Ok, moi j'aimerais revenir sur les objectifs, juste pour finir. Donc vous parliez donc de la recherche, etc., et des moyens qui avaient été mis en place. Vous avez notamment, je crois, dans votre blog fait plusieurs interventions au sujet des colloques scientifiques, etc., des infrastructures qui avaient été mises en place, et également concernant le RSA. Donc ces deux-là, les recherches universitaires et le RSA, ça pourrait rentrer dans vos objectifs si par exemple François Cuyandre est réélu pour les municipales de 2026. Alors, la recherche, pour le coup, c'est une compétence métropolitaine sans en être vraiment une, c'est-à-dire que la métropole est représentée dans tous les conseils d'administration des grandes écoles, de la fac, etc., et est un bailleur, c'est-à-dire qu'on contribue financièrement à ce tissu universitaire. On en fait la promotion. Une collectivité, une métropole comme Brest qui a une ambition universitaire, elle en fait la pub, entre guillemets. Hein. C'est du marketing territorial aussi. C'est s'assurer que les chercheurs viennent à Brest, que l'université ait une réputation suffisante pour les attirer, que les centres de recherche puissent être performants et des locaux dans lesquels ils peuvent travailler dans des bonnes conditions, qu'on ait un tissu d'entreprise qui offre des débouchés aussi pour les étudiants et les chercheurs, parce que c'est bien beau de faire des études, mais enfin si derrière vous n'avez pas les boulots qui correspondent, vous allez partir ailleurs. Or, on veut que les gens restent. Donc ça, évidemment, ça fait partie des ambitions, et ce sera sans doute un débat pendant les élections municipales. Ça fera partie en tout cas des programmes des différents candidats aux élections municipales, et nous évidemment, mais enfin la différence c'est que nous, ça fait 25 ans qu'on fait la démonstration que les choses s'améliorent. Enfin, je prends un exemple, moi en
en 2008-2009, donc je suis étudiant en classe prépa ici, à Brest. Mais au moment de choisir ma fac de droit, je suis parti à Rennes sans même réfléchir 2 secondes. Hein. À Brest, à l'époque, il y avait une licence et je crois qu'il y avait 2 Master 2 ou 3 Master 2 en droit privé et des choses comme ça. Ça ne m'intéressait pas. Donc je suis parti à Rennes dans la minute. Aujourd'hui, la fac de droit, je l'ai dit l'autre jour, j'ai fait un colloque de droit administratif là, à la fac de droit. Je leur ai dit, désolé, moi j'ai fait toutes mes études de droit à Rennes. Ils m'ont hué, c'est normal. Mais enfin, encore une fois, il y a 15 ans, si on voulait aller dans une fac de droit sérieuse, pardon de le dire comme ça, c'était Rennes le plus proche. Et Brest, pour moi, c'était même pas une option. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, je sortirai de mon bac, j'irai à la fac de droit de Brest. Parce que c'est plus facile, ça coûte moins cher aussi. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, donc il a fallu me payer tout ça à Rennes. Hein. Je resterai à Brest parce que la fac aujourd'hui a une réputation, elle a des débouchés jusqu'au Master 2 et voire au-delà si on veut faire une thèse, des professeurs renommés, Jean-Jacques Urvoas en fait partie. Hein. Donc aujourd'hui, il y a cette offre-là et ça vaut pour d'autres domaines. Sur le RSA, alors là pour le coup c'est une compétence départementale, pas du tout municipale ou métropolitaine. On a quand même un petit bout de compétence sur ces publics-là qui sont RSA, parce que c'est des publics fragiles, qui relèvent de l'action sociale. Il y a le centre communal d'action sociale, le CCAS, qui est présidé par l'adjointe à l'action sociale, qui a pour le coup un levier sur ces publics-là. Nous, notre ADN, pour le coup, dans l'équipe depuis 25 ans et même avant, hein, ça a toujours été les politiques de solidarité. Donc nous, on continue à mettre les moyens à prioriser ces politiques-là, à prioriser l'action sociale. On constate un petit peu depuis 2021 et depuis le changement de présidence au conseil départemental qu'on est un peu seul à accompagner ces publics-là et que le département ne remplit plus sa charge. Voilà. Donc ça repose un peu sur... malheureusement, il y a un transfert. Quoi. À la fin, ces publics, on ne va pas les laisser dans la nature sans les accompagner. C'est des gens qui sont en décrochage social, décrochage professionnel. Et il suffit pas de dire mettez-vous au boulot, bande de feignants, pour que du jour au lendemain ils se mettent à trouver du boulot. C'est un peu plus compliqué que ça. Et malheureusement, parfois, c'est un peu ce discours qu'on entend. Voilà, donc nous, on continuera à assumer notre rôle de filet de sécurité, parce que je crois que c'est ça la puissance publique, c'est s'assurer que tout à chacun a le même niveau d'opportunité, de capacité à s'insérer dans la vie sociale, professionnelle. Et puis les gens qui n'ont pas cette capacité-là pour plein de raisons, réussir à les rattraper et à ce qu'ils puissent continuer. Ok, très bien. Bon, bah, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. D'avoir pris le temps Ça a été un plaisir de répondre à nos questions. Donc, nous tenons, tout le club à l'Express tient à vous remercier d'abord pour la richesse de vos réponses. C'est gentil. Aussi, et pour votre disponibilité aussi, parce que vous avez été rapide à répondre. Et on a été ravis, en tout cas, de débuter notre série d'interviews en votre compagnie. Plaisir partagé. Merci à vous.